salue ici Randolph Agrico Idébé, archiviste. Aujourd'hui c'est le mercredi, c'est le son sur un pays. Cette semaine, le Bénin est à l'honneur. Pour cette journée, actuellement le Bénin est dans un processus de dématérialisation du service public. Donc nous avons choisi comme thème pour vous la dématérialisation du service public, quel impact sur le métier d'archive et le service d'archive au Bénin. Ce thème sera débattu par le docteur Monsestas, moi aussi, docteur en sciences de l'information et de la communication, par M. Eustache Mengotor, docteur en infométrie et coordonnateur de la formation des sciences et techniques de l'information documentaire en l'INAM, par M. Léfi Bangoli Abati, enseignant à l'INAM et chef service informatique de l'Archive nationale du Bénin, et enfin par M. Chanel Toussou, archiviste au ministère de la Culture et premier vice-président de l'association pour le développement des activités documentaires du Bénin. Mais avant d'aborder ce thème, je vais vous amener d'abord à découvrir les archives nationales avec Mathias Massondé, le directeur de l'Archive nationale du Bénin. J'ai eu un parcours un peu professionnel tout le temps. J'ai été aux archives du ministère du Développement où j'ai remis en place le fonds d'archives historiques de la maison, mis en place des outils pour un projet de numérisation. Et pour terminer, le programme au niveau du ministère du Développement, c'était la construction d'un bâtiment de 3 niveaux pour la conservation des documents d'archives. Alors, après le ministère du Développement, j'ai fait le ministère de la Microfinance, où ça a été un chantier numérique de bout en bout, avec une étude théorique au plan national. Et après cela, je suis retrouvé au ministère de la fonction publique. C'est de là que j'ai été nommé ministère de la présidente de la République, notamment à la des archives nationales, depuis octobre 2016. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous présenter les archives nationales du Bénin? Très bien. Les archives nationales du Bénin ont été créées en 1914 par le gouverneur Louflap. Depuis ce temps, avec les indépendances, à la souveraineté, nous avons repris le contrôle, nous avons pris la relève. Alors, il faut dire globalement que nous étions sur un site, un tout petit site, qui a été repris, renouvelé entre-temps par un projet franco-suisse. Mais au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation, on nous a doté d'un nouveau bâtiment avec près de 7 km linéaires de contenance, où nous conservons les archives, le fonds d'archives historiques. Il faut dire que le fonds d'archives historiques, c'est un ensemble de documents constitués depuis la période coloniale, qui a été déclaré patrimoine sur la liste du registre mémoire du monde, donc qui appartient à l'UNESCO désormais, tout comme le fonds d'archives de l'Afrique francophone, de l'AOF, l'Afrique occidentale francophone, conservé à Dakar, fonds avec lequel nous faisons donc des projets de travail, notamment dans le cadre de mémoire partagée. Donc, alors, ici, aujourd'hui, dans ce nouveau bâtiment où nous nous trouvons à Wando, à Porto Novo, c'est dans la continuité de cette nouveauté que nous mettons en place un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous développer, de nous rendre plus visibles et surtout de valoriser les fonds historiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons dans un projet global du gouvernement qui consiste à la dématérialisation du patrimoine, mais aussi à mettre ce patrimoine à la disposition de tous, que nous avons mis en place un chantier numérique de dématérialisation. Et c'est justement dans ce cadre que nous avons reçu un appui de la British Library de l'Angleterre, qui nous appuie pour la dématérialisation donc, de la série M du fonds colonial. Et ce chantier va nous permettre déjà de mettre ce patrimoine de l'UNESCO à la disposition du plus grand nombre et aussi de participer un peu au programme Endangered Archives Programme
de la partie Chine-Floride. Donc dans ce cadre-là, nous recevons l'appui du professeur Vincent Barène et aussi de Jean-Pierre Bach qui nous appuie. Et nous pensons que ça augure de bonnes perspectives pour que tous les inventaires seront donc mis à disposition et mis en ligne pour que tout le monde puisse voir le travail que nous faisons. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonds colonial et la série M en particulier, s'il vous plaît? Oui, alors la série M, c'est la partie du fonds qui parle des affaires de la justice, notamment la justice en période coloniale, d'où l'intérêt un peu pour nous de ce chantier qui nous permettra un peu de faire un peu pour l'histoire parallèle entre la justice en période coloniale et la justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui, et les faits, les éléments pour lesquels les justiciables étaient envoyés devant les tribunaux quand même. Je pense que cela a un intérêt sérieux pour la recherche. Et c'est dans ce cadre que nous faisons un travail d'abord d'inventaire des différents dossiers du fonds. Et pour ensuite passer à la numérisation. Donc comme vous pouvez voir ici, par exemple, il y a une équipe qui travaille sur la reproduction photographique des documents du fonds. Ici vous avez le Franck qui fait le cadrage sur le plateau de numérisation, et Ricicat qui elle s'occupe de la capture au niveau de l'ordinateur. Donc alors après cette partie donc de numérisation, il y a sur l'autre poste. Alors, sur ce poste de travail, vous avez M. Abati qui s'occupe de la mise en place de l'inventaire par rapport à ce qui a été numérisé et de l'entrée des métadonnées. C'est une partie essentielle pour la mise en ligne de la collection, mais aussi pour la recherche. Donc, c'est le chantier qui est en cours ici. Il y a Madame Abalo, qui elle aussi s'occupe de la vérification des différentes pièces, donc des dossiers. Et le troisième du poste est M. Araï, également, qui fait un travail d'identification des différents dossiers au niveau de chaque boîte d'archives. Donc voilà en gros le travail que nous faisons. Alors le chantier a été démarré depuis le 27 août, et que nous continuons. Alors, le fonds, ça fait une centaine ou de 200 boîtes d'archives. Donc, voilà. Pas de 200 boîtes d'archives, voilà. Et nous pensons terminer d'ici à là le chantier de la série M et embrayer dans le même temps avec les autres séries de tout le fonds colonial et du patrimoine de l'UNESCO. Voilà, alors nous sommes ici dans les travées du magasin numéro 1 où sont stockés le fonds d'archives de la présidence de la République du Bénin. Alors c'est un fonds qui est constitué de documents datant de l'indépendance globalement. Depuis 1959-60. Alors, ce fonds, c'est l'ensemble des travaux du gouvernement, du Conseil des ministres, des archives des différents présidents depuis cette époque-là. Il y a un travail préalable qui a été fait. Et ce fonds étant ici, il y a un chantier à mettre en place pour pouvoir reconstituer les fonds d'archives des différents présidents. Et si nous faisons un découpage, par exemple, des différentes périodes que notre pays a connues, nous avons par exemple la période entre 1960 et 1972, où nous avons connu la révolution. Nous avons remarqué qu'il y a une certaine instabilité politique avec des coups d'État successifs. Et donc, mais les fonds d'archives liés à cette période-là n'ont pas été constitués de façon claire, où les différents présidents
qui se sont succédés, soit en un an, en 6 mois, en 3 jours, même en une journée, il est essentiel que ces fonds d'archives-là soient reconstitués et mis à la disposition de tous. Donc ça fait partie des chantiers à mettre en œuvre. Ensuite, nous avons la période révolutionnaire qui part de 1972 jusqu'en 1989. Et cette période, nous avons connu un régime d'un type nouveau, avec le parti État, le marxisme-léninisme prôné par le président Kérékou par exemple, mais c'est la plus grande partie de gouvernance de notre pays où le fonds d'archives n'a pas été suffisamment constitué et donc pour des recherches de l'histoire. C'est le chantier à mettre en place. Et enfin, maintenant, il y a le fonds, contemporain, le fonds de la période démocratique que nous sommes en train de constituer également. Et les différents présidents qui se sont succédés depuis 1990, eh bien, nous allons pouvoir constituer leur fonds d'archives pour l'histoire, pour la recherche. Nous pensons qu'il y a un intérêt pour les chercheurs, pour les historiens, pour les universitaires, mais aussi également pour la culture. Je suis Wenceslas, moi aussi, docteur en sciences de l'information et de la communication. J'enseigne à l'université d'Amoué-Calais. Merci, monsieur. Moi aussi. Actuellement, le Bénin est dans un processus de dématérialisation du service public. On aimerait savoir en quoi consiste réellement la dématérialisation du service public. Alors, vous savez, nous sommes dans la société de l'information et des connaissances, une société qui met en jeu la technologie numérique, dont on raccourcit les distances, on raccourcit aussi les procédures sont accélérées, on gagne du temps. Et pour ça, il faut en réalité transformer la procédure qui est physique en une procédure digitale, une procédure numérisée. C'est ça la dématérialisation. Si vous avez l'habitude par exemple d'aller déposer physiquement un dossier pour obtenir un casier judiciaire, aujourd'hui vous avez la possibilité à distance et via une connexion internet, une plateforme, renseigner les données et obtenir numériquement votre casier judiciaire. C'est ça la dématérialisation. Justement, à ce propos, cela appelle à la collecte des données à caractère personnel. Quelles sont les règles ou bien le cadre juridique mis en place pour pouvoir permettre la protection de ces données? Vous savez, aujourd'hui, il y a le code du numérique qui est voté et promulgué en 2018, qui est en vigueur, qui encadre la question de la protection des données personnelles. Et il y a également le même code qui prévoit la mise en place qui existait déjà de l'autorité de protection des données personnelles qui a remplacé la CNIL qui existait depuis 2009. Et donc en réalité, c'est cette autorité qui doit jouer son rôle en matière de garantie de protection des données à caractère personnel. Et ça se fait, je peux vous dire, dans le cadre des grands projets de la République qui concernent un certain nombre de recueillements, de collecte de données personnelles comme le RAVIP et autres. L'autorité de protection des données personnelles a été saisie et a donné son aval comme le dispose la loi. Pensez-vous que le code numérique suffit réellement pour utiliser ces données ou bien cela nécessite d'autres institutions juridiques? Je pense à l'État. Le code numérique est assez suffisant pour réguler cette question de la protection des données personnelles. Ce qu'il faut, c'est de la sensibilisation ou, si vous voulez, de la mise en œuvre des éléments de la protection des données personnelles. Vous savez, par exemple, il y a les nominations de délégués à la protection des données personnelles dans les structures. Ça n'existe pas, presque pas. Donc, il faut que ça se fasse. Il faut sensibiliser, former le citoyen à l'usage de ces données. Et quand le citoyen est en face d'un formulaire, par exemple, sur Internet, de savoir quelle information ce citoyen doit donner, par exemple, sur Internet. C'est important. Vous imaginez, les GAFAM, par exemple, n'ont pas d'autorisation ou de formulaire rempli au niveau de l'autorité de protection des données personnelles. Mais donc, c'est le citoyen qui, quand il est sur Facebook, par exemple, renseigne Facebook, inscrit son nom, prénom et ses données personnelles. Il faut que ce citoyen sache qu'en le faisant, je ne suis pas protégé par l'État béninois. Et que c'est peut-être Facebook qui va dire le data privacy, qui essaye de mettre en place une sorte de règlement pour protéger les citoyens. Vous n'êtes pas sûr.
parfois les données sont traquées, parfois les données peuvent servir à autre chose. Donc c'est important. Donc moi je mets l'accent, l'arsenal juridique, il est pour moi déjà assez consolidé. Il faut la sensibilisation, la formation des citoyens et au niveau des organisations, au niveau des entreprises pour essayer de régler cette question de protection des données personnelles. Alors ce que moi je vois, il est très bien aujourd'hui que nous sommes dans la dématérialisation, mais l'enjeu derrière va être, comme vous venez de le dire, la question de la protection des données personnelles. Et donc pour ça, il faudrait que nous puissions mettre en place un programme pour sensibiliser les citoyens à cet effet et aussi s'assurer que les données qui sont collectées dans le cadre de cette dématérialisation sont en sécurité. Voilà ce que je peux dire. Et je trouve que franchement, vous avez des tas de services aujourd'hui mis en place par le gouvernement qui sont en e-service, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre casier judiciaire, vous pouvez faire votre passeport, vous pouvez faire un certain nombre de procédures, vous pouvez payer votre TVM en ligne, vous pouvez payer votre facture d'électricité ou acheter des crédits à distance au niveau de la SB2E. Donc il y a beaucoup de procédures comme ça, je pense qui facilitent, qui fait qu'on gagne du temps, on gagne même beaucoup plus en énergie. Mais derrière, l'enjeu, c'est la protection des données qui est très prégnante. Monsieur Menguelo, quelle est l'école ou bien les écoles qui s'occupent de la formation des archivistes au Bénin? Il n'y a qu'une seule école actuellement. Ça relève de l'Université d'Afrique à la l'École nationale d'administration et de magistrature. La formation est de qualité? Oui, tout à fait. Actuellement, le gouvernement a lancé un processus de dématérialisation des services publics. La formation était en adéquation avec cela? Pour l'année, à compter de l'année 2019-2020, il y a un nouveau programme de formation qui, dans le contexte sociopolitique de son élaboration, a d'ailleurs fait référence au programme d'action du gouvernement. Si je ne me trompe pas, c'est le premier axe 2, action 1, qui parle de la dynamisation et de la modernisation de l'administration publique par l'archivage numérique, la transparence, etc. Donc, le programme s'inscrit très bien dans le programme d'action du gouvernement. Donc, si nous comprenons bien, là vous avez dit que ceux qui ont été formés avant que le programme entre en cours ne sont pas aptes à travailler, à suivre ce processus de dématérialisation des services publics. Le programme tel qu'il existait avant celui qui est entré en vigueur ne permet pas tout à fait aux diplômés de se retrouver dans le numérique. Naturellement, il a la base pour faire un travail et il lui faut un complément pour pouvoir se retrouver. Maintenant, quels sont les moyens mis à niveau au niveau de l'école pour mettre à niveau ces derniers? L'école n'a pas ce rôle de mettre à niveau. L'école a un rôle de formation initiale, c'est une obligation pour elle vis-à-vis des étudiants qui sont mis à sa disposition. Par contre, l'école dispose d'un centre de formation centre de formation continue et de consultance qui est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui veut avoir une formation continue, donc une formation complémentaire, peut s'adresser au centre. Et là, c'est naturellement assez frais. Voilà. Donc, ceux qui sont déjà sortis peuvent toujours se faire former, à condition qu'on leur fasse une étude de profil, une étude des besoins et faire une facture en conséquence. Concernant justement l'administration publique, un décret a été sorti récemment qui anéantit les chances d'un archiviste qui est dans la fonction d'être un chef de service, soit peut-être un DSI. Quel est, en tant que le coordonnateur de la formation à l'EDAM, quel est l'avis, l'opinion? Pour être clair, une école ne forme pas pour qu'on soit directeur ou chef de service. Que vous soyez nommé à un poste de responsabilité, ça relève de votre employeur. Voilà. C'est clair, cette situation
plombe les ambitions. Ceux qui entrent dans la fonction n'ont plus beaucoup de chances d'occuper des postes de chef de service ou de directeur. Malheureusement, ça sort du champ d'action de l'école. L'école ne peut attirer que l'attention. L'école ne peut faire qu'attirer l'attention des autorités sur cette situation-là. Malheureusement, elle ne peut pas faire autre chose que ça. L'école, étant donné que l'école est une école publique et que normalement les étudiants qui sortent de là sont disposés à travailler à servir la nation publique. Normalement, il devait y avoir normalement des politiques. L'école devait normalement intégrer les politiques pour pouvoir suivre la carrière. L'école est publique, mais ne fonctionne plus comme une école publique depuis longtemps. La preuve, c'est que ce sont les étudiants qui payent leur scolarité. La preuve, c'est que l'État ne recrute plus. Voilà, donc l'école, tout en étant publique, forme pour tout le monde. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, le cadre institutionnel de l'exercice de la profession échappe à l'école. Elle ne peut pas le prendre. Je suis M. Léfi Abati, archiviste administrateur d'action culturelle, chef du service technique à la direction des archives nationales du Bénin. Vous me demandez le rôle des archives nationales dans le processus de dématérialisation des services publics. Je dirais qu'au regard de sa mission et de ses attributions, les archives nationales du Bénin sont à une position stratégique, celle de conduire la politique de l'État en matière de développement et de gouvernance des archives, tant papier que numérique. Ainsi donc, la direction des archives nationales n'est pas systématiquement, je dirais, associée à tous les projets de dématérialisation, sauf si le sujet à traiter requiert son domaine de compétence. Elle est associée à la réflexion sur les questions d'archives numériques et de gestion électronique des documents dans l'administration publique, aux côtés des autres acteurs tels que le ministère en charge de l'économie numérique et l'Agence des services et systèmes d'information ASI. Dans ce groupe, son rôle est, premièrement, d'éclairer les autres acteurs sur les choix à opérer en tant que structure faîtière compétente pour les questions d'archives au Bénin. Deuxièmement, de contribuer à la formulation des projets du numérique relativement à l'archivage. Et enfin, de fournir aux besoins du contenu à partir des archives conservées. Vous avez voulu savoir si la dématérialisation constitue un danger, une menace pour l'archiviste. En se jetant sur la question, a priori, on pourrait être tenté de dire oui, que c'est une menace pour le métier d'archiviste. Mais lorsqu'on y réfléchit en profondeur, moi je dirais que non, le numérique n'est pas une menace. Il vient au contraire révolutionner les pratiques archivistiques et en tant que tel constitue plutôt une opportunité à saisir par l'archiviste. En Europe, on parle déjà de l'archiviste numérique. L'archiviste devra désormais étendre son domaine de compétences pour devenir un véritable gestionnaire de l'information, un acteur qui agit dans le processus de dématérialisation. Donc le numérique devient alors un défi que l'archiviste se doit de relever en se faisant former aux fondamentaux de l'archivage numérique et de la gestion électronique des documents. C'est vrai, on ne lui demande pas de devenir informaticien, mais il doit disons, s'adapter à cette matière qui connaît une montée en puissance. Vous demandez aussi, est-ce que l'informaticien n'est pas priorisé dans ce projet de dématérialisation? C'est vrai, il faut dire que la réalité des TIC met l'informaticien en vedette, au devant donc des choses. Et l'on peut dire qu'il est priorisé sur le projet de dématérialisation. L'outil informatique a tendance à devenir plus important que le message qu'il véhicule. Pour moi, l'informaticien apporte le contenant et l'archiviste, lui, apporte le contenu. C'est comme dans un mariage. Les deux interviennent, les deux se marient et ils deviennent un.
alors pour moi l'informaticien n'est pas le concurrent de l'archiviste. Disons que c'est son partenaire, ils se complètent. Vous avez voulu savoir, l'archiviste, qu'en est-il de lui, à quel niveau il intervient. Je comprends de cette question en filigrane que c'est une façon pour vous de dire que lorsque l'informaticien lui a arraché une grande partie de ses attributions, qu'est-ce qui lui revient, qu'est-ce qui lui reste comme part de gâteau. Comme je venais de le dire tantôt, l'archiviste apporte le contenu, il opine sur le contenant qu'apporte l'informaticien, il conçoit le cadre de classement, le tableau de gestion, il fait la description archivistique, etc. Ce que nous devons savoir, c'est que la donne doit changer, et elle a changé déjà. Il ne s'agira plus de traiter les documents et d'attendre que les usagers viennent à soi d'abord avant de le leur communiquer. Il faut dès à présent porter la richesse du contenu des archives vers le public par des actions de valorisation telles que la mise en ligne des instruments de recherche, les expositions virtuelles, les publications sur les sites web, les blogs d'archivistes, les podcasts, les publications de contenu, je dirais sur les médias et réseaux sociaux que l'on utilise à fond aujourd'hui. Donc pour moi, le couple communication-valorisation des archives doit être désormais son nouveau champ de prédilection. J'exhorte donc les confrères archivistes à ne pas se lamenter, mais plutôt à prendre leur destinée en main par leur formation au métier du numérique, à la description archivistique et autres. Se former ou disparaître, vaincre ou périr, cela demande sacrifice, courage et détermination. Et il faut le faire. Je vous remercie. Présentez-vous. Je suis Charmel Dessou, archiviste en fonction et vice-président de l'association des archivistes documentaristes bibliothécaires du Bénin. Merci M. Chamel. Actuellement, nous sommes dans un processus, le Bénin est dans un processus de dématérialisation des services publics. Comment percevez-vous ce processus engagé par le gouvernement? Oui, le Bénin a engagé depuis peu une politique de dématérialisation de l'administration. Et c'est une politique qui est en plein pied dans les fonctionnements de l'administration en général. Et c'est en fait une très bonne chose, en ce sens que la volonté de l'administration publique, c'est-à-dire du service public, c'est de satisfaire l'usager et l'intérêt général. Et dans une certaine mesure, la politique de dématérialisation facilite l'accès de l'usager au service de l'État, au service public, et donc ça ne peut qu'être vu sous une bonne angle. Mais il faut dire que cette politique mise en œuvre n'associe pas tous les acteurs. Dans les acteurs que nous avons identifiés, il y a forcément les archivistes qui, au plan informationnel, sont des greniers de par ce qu'ils jouent comme rôle dans les administrations. Et pour ce que je sais, le gouvernement du Bénin a entamé la dématérialisation des services sollicités pour la plupart du temps par les usagers. À savoir, vous allez apprendre qu'on a dématérialisé le processus de visa, le processus des paiements des impôts. Et au sein de l'administration, on a dématérialisé le processus de fiches de paie. Et c'est des facilités quand même qu'on crée aux usagers qui utilisent ces services-là. Mais la mise en œuvre même de la politique de dématérialisation exige à ce qu'il y ait un champ d'action entre les archivistes et les spécialistes qui conçoivent ces politiques-là. En ce sens que vous allez voir que c'est une politique qui a l'air d'être une politique unilatérale, conduite uniquement par des informaticiens en griffe et laissée sur le carreau les collègues archivistes. Ce qui fait que, à la longue, nous aurons plutôt des données, forcément des données en information, des données à garder, à conserver, mais mal organisées, mal entretenues, mal conservées. C'est justement sur ce plan-là que l'archiviste devrait être associé, ce qui ne l'est pas. Ce qui veut dire que les gouvernants doivent revoir
leur copie, revoir cette politique-là, intégrer tous les acteurs, parce qu'il faut savoir que tout ce que nous faisons en termes de services rendus aux usagers, aux populations, aux citoyens, aux agents de l'administration et tout cela va dans un serveur. Et ce serveur-là, quand il y aura une infobésité, une abondance d'informations, il s'agit de rechercher. Mais comment est-ce qu'on organise la base qui reçoit ces informations-là pour que la recherche postérieure, ultérieure, après des années après, puisse être facilitée? C'est la vraie question qui nécessite l'apport de l'archiviste. Et aujourd'hui, l'archiviste n'est pas associé de fin en comble. On voit même qu'il est lésé. C'est comme si la fonction archive ne fait pas partie des fonctions de l'administration. Justement, à ce propos, un décret est sorti récemment. Les artisans, les chansons d'un archiviste qui rentre dans l'action publique devraient d'être un chef de service, voire un directeur de service d'information. Que pensez-vous de cela et quelle action menez-vous en tant qu'association qui défend les intérêts des archivistes au Bénin? Sur ce plan, je vais, si vous le permettez, évoquer la question en portant mon manteau d'agent de l'État, archiviste en fonction. Et je dis que c'est vrai, vous avez vu juste en disant que le champ d'action, le champ d'activité de l'archiviste est réduit. En ce sens qu'aujourd'hui, dans l'organisation qui concerne les directions dans lesquelles les archivistes travaillent, il n'y a plus, comme auparavant, un service qui assure uniquement la fonction archivistique. Il n'y a plus ce service-là. Ce service est confondu à un autre service, plus ou moins à vocation informatique, toujours dans cette perte de vitesse du gouvernement de dématérialiser tous les processus. Ils ont laissé sur le carreau les archivistes en réduisant leur champ d'action, si bien qu'aujourd'hui, quand vous faites carrière dans le métier d'archiviste, c'est que vous êtes appelé à rester au même poste pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Ce qui n'est pas normal pour un agent de l'État qui aspire à assumer de grandes responsabilités. Maintenant, si je vois vis-à-vis de cette question même de ma position de membre d'association, de militant associatif, je peux dire que nous n'allons pas laisser les choses sur le carreau, sur le tas. On va faire en sorte de lancer un plaidoyer vis-à-vis, à l'endroit du gouvernement, pardon, pour revoir les normes, notamment le décret type des ministères qui impose maintenant une nouvelle structure de direction qui écarte le service des archives. On va lancer le plaidoyer avec les acteurs clés qui sont les responsables au niveau national de notre corporation, je veux dire la direction des archives nationales, avec l'aide du ministère de la fonction publique et tout. Nous allons faire en sorte de conserver non seulement nos intérêts, nous les sauvegarder, mais transformer la donne pour que l'archivisme soit en plein pied dans cette nouvelle dynamique qui s'impose dans l'administration publique. La dématérialisation du service public impacte sur le secteur des archives et le métier d'archiviste au Bénin. C'était le thème que nous avons voulu débattre avec vous. Nous espérons que vous avez aimé et que vous n'hésiterez pas à commenter, à faire vos apports, à poser toutes les questions dont vous semblez utiles, mais aussi à nous faire part de l'état d'avancement de la dématérialisation du service public pour un carrément de la digitalisation dans vos divers pays. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager la vidéo si vous avez aimé. Merci.